18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, on va parler de football, on va parler de la fameuse question consomme-t-on trop de football? On va la poser à nos consultants, cette question, on va essayer de vous apporter des éléments de réponse. On va surtout parler de boxe avec notre invité du jour, Nicolas Bachir, ancien boxeur de Muay Thai. Ce sera dans quelques instants. On parlera aussi de la calcio de Cristiano Ronaldo, qui a été un homme aujourd'hui, l'homme du jour. Est-ce que le pari est réussi? On verra également ça avec nos consultants. Et enfin, on finira sur la Première Ligue avec le titre « Se perd-il ou se joue-t-il vraiment pendant la Boxing Day ?» C'est parti pour Time Sport. Time Sport. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans le studio, Saïd Hamda. Ça va, Saïd? Grand plaisir d'être parmi vous encore une fois. Grand plaisir pour nous également. Juan José Dorado. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo, aux auditeurs. Notre invité qu'on aura dans quelques instants, Nicolas Bachir. Comment ça va, Nicolas? Ça va, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous. Nabil Zindik, le fameux. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous et bonne fête de fin d'année. Ah, ça c'était important. Bonne fête de fin d'année. Mehdi Perplexe, le Dirplex. Comment ça va, Mehdi? Ça va et vous? Joyeux Noël. On est au taquet, en plus t'es là, c'est parfait. Et puis notre coach Tolé aussi qui aura aussi la parole. On va commencer avec le ras-le-bol et surtout le football. Consomme-t-on trop de football? C'est parti pour le ras-le-bol. Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, le ras-le-bol, ça peut être le football. En 98, il n'y avait quasiment pas d'émission de radio ou de télé qui parlait de football au quotidien comme c'est le cas aujourd'hui. Il a fallu 2-3 têtes de Zinedine Zidane pour finalement ouvrir ce sport à tous les médias. Et puis maintenant, la multiplication des émissions, des chaînes de sport a-t-elle formaté nos cerveaux jusqu'à ne plus pouvoir apprécier un titre à sa juste valeur? On va poser cette question à nos consultants. Trop de football au quotidien, tue-t-il le football? Saïd? Non. Je dis tout d'abord parce que ouais. C'était rapide. Non, allez, la suivante. Parce que déjà, allez, on argumente un peu, Saïd. Trop de football, ça va dépendre des gens. Le point de saturation des gens est différent en fonction de comment on regarde le foot. Alors oui, si tu regardes 10 matchs par week-end, tu vas atteindre un point de saturation, tu vas plus avoir le même goût. Après, maintenant, le football, si on regarde sur les dernières années, on a fait finaliste à l'Euro, on a gagné la Coupe du Monde. C'est normal qu'on en consomme plus. On organise la Coupe du Monde 2019 féminine. C'est aussi le pays qui veut ça. Au final, on fait que de gagner. Donc, forcément, maintenant, les chaînes vont essayer de vendre mieux le foot. Mais c'est pas les chaînes qui nous donnent envie d'apprécier le foot. C'est les gens, grâce au succès de nos sportifs, qui nous donnent envie d'apprécier le foot. On a Paris Saint-Germain aussi, qui est une très belle vitrine et qui a au moins 2 des meilleurs joueurs de la planète, à savoir Neymar et Mbappé. Ça, c'est une très belle vitrine pour le foot en France. Donc, on en consomme plus. Mais on a souvent le débat de dire, est-ce qu'on est un pays avec une culture foot? On a souvent tendance à dire non. Aujourd'hui, on voit que c'est en train d'évoluer. Et c'est une bonne chose, je trouve. C'est pas négatif. Donc... C'est pas négatif, mais t'as commencé quand même avec un nom qui n'est pas forcément. C'était pour la blague. C'est positif. Ouais, on en reparlera. Notre coach de Viroflay, notre coach Tolé, qui fait le plaisir de nous accompagner. Notre coach qui sera sûrement dans les tribunes des stades de France l'année prochaine pour suivre cette Coupe du Monde de football féminin qui se déroule en France. Que penser aussi? Est-ce que voilà, finalement il va y avoir encore une médiatisation? Est-ce que trop de football au quotidien tue le football? Claude? Moi je vais dire non dans ma position parce que je suis coach, je suis passionné. Après tout dépend dans quelle position tu te situes. T'as le journaliste, je pense qu'il te dira non parce que ça fait partie de son métier. Tu vas avoir la femme de Pierre-Paul Jacques qui est moyennement passionnée, qui s'intéresse peut-être pas plus, qui te dira il y en a peut-être un petit peu trop. Tout dépend, ça reste extrêmement compliqué. Maintenant, le football n'a pas d'égal en termes de sport. Ça a toujours été le sport numéro 1 et ça continuera à l'être. C'est un peu comme ça, et pour toi, ça dépend de comment on se positionne, de comment on le regarde. C'est plus ça que. C'est vraiment ça, mais quoi qu'il arrive, t'auras toujours. C'est la locomotive du sport, le football. Donc, t'en as besoin du football. Donc, on le suivra d'ailleurs l'année prochaine. Tu me diras non. Juan José, est-ce que trop de football tue le football en France ou en Espagne? Est-ce que c'est la même chose, que ce soit en France ou en Espagne? Parce qu'on pourrait se poser la question. En France, il y a une médiatisation. Bon, là, il va y avoir la Coupe du Monde. Mais en Espagne, il y a pas mal de choses aussi au niveau du football. D'ailleurs, on entend parler que du football quasiment en Espagne. Alors la réponse est non, mais tant qu'il y a de la qualité. S'il n'y a pas de la qualité, trop de football va tuer le football. La preuve que ça peut continuer à marcher, c'est qu'on va avoir un mondial avec beaucoup plus de clubs, c'est qu'on essaye de trouver des formules en Champions League, en Europa League pour avoir de plus en plus
des clubs. Donc, il y a un marché qui est réel. Mais il ne faut jamais oublier, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est amener les gens dans les stades. C'est là où on voit le football. Juste le regarder à la télé de temps en temps, je ne pense pas que ça soit vraiment la meilleure des solutions. Mais surtout, toujours de la qualité. Si nous n'avons pas de la qualité, le football va tuer le football. Ça, c'est une réalité parce que vous avez vu pendant la Coupe du Monde, pendant les grandes compétitions, il y a une contre-programmation justement pour tous ceux qui n'aiment pas les footballs. Et quand vous regardez les scores qui sont faits par ces télés, ça marche aussi. Comme quoi, effectivement, il y a un public qui pourrait pourrait être séduit, mais qui ne l'est pas pour l'instant. Donc, oui, allez-y, on fonce, mais attention, toujours de la qualité. Qualité, supporter, c'est ça le mot d'ordre du côté de Juan José Dorado pour justement un peu défendre le fait que est-ce que le football va tuer le football, la médiatisation. Je rappelle que vous pouvez également donner votre avis au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Nabil, tu réponds quoi à cette question? Est-ce que trop de football tue le football? Non. Est-ce que le fait que tu aies regardé trop de matchs de football, ça a tué ton envie? Est-ce que ça a tué le football? En tant que passionné de football, écoute, je suis souvent sur les terrains, je suis beaucoup de joueurs, donc effectivement, pour moi, il n'y a pas assez de football à la télé. Après, on a pu voir que les droits télé ont explosé en France. Pour 2019-2020, 1 milliard. Il y a une raison, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a une forte demande, donc forcément, il y a des offres. Le football est le sport roi, c'est le sport le plus populaire. C'est le sport qui est joué, pratiqué dans le monde. Aujourd'hui, on développe aussi le football féminin. Donc, on diversifie ce football avec le football féminin, avec le football des quartiers, avec du foot en salle, etc. Donc, non, je ne pense pas. Je pense que c'est une bonne chose. Après, effectivement, ça dépend du public. Il y a certaines personnes qui vont dire il y a trop de football, on ne laisse pas la chance à d'autres sports s'exprimer. On a pu le constater lundi avec notre invité de Jiu-Jitsu, si je ne me trompe pas, mais d'Hyperplex. C'est bien ça. Donc ça dépend du public. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il y a une petite question par rapport justement au fait, est-ce qu'il y a trop de football? C'est surtout aussi par rapport à la médiatisation. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres sports, est-ce qu'on n'en fait pas trop avec le football? C'est ça la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Ça passionne. Non, ça passionne, comme l'a dit. Regarde, les prix ont explosé, les transferts ont explosé. Mais si jamais on fait ça avec un autre sport, est-ce qu'on va peut-être pas plus s'attacher à l'autre sport, on va peut-être plus se passionner pour l'autre sport? Mais justement, pourquoi tu as autant de médias? Le football, je veux dire, la passion, elle se crée pas comme ça. Ah non. Comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, tu le trouves, le football, tu le trouves partout dans toutes les régions du monde. Il y a pas de comparaison. Non, mais c'est sûr, mais quand on regarde une médiatisation, par exemple, comme le tennis ces dernières années, il y en a eu de plus en plus. Mais le football, ça a toujours été avec un peu d'excès. C'est ça la question qu'on peut poser. Nabil en parlait. Il t'a parlé des droits télé. Aujourd'hui, la Ligue 2 avant se vendait 22 millions et c'est un championnat mineur. On n'est pas là, on ne se garde pas nos vendredis soirs pour se dire ce soir c'est Ligue 2 avec, tu vois. Mais le championnat de Ligue 2 s'est vendu à 66 millions. Tu te rends compte des sommes? Ah ouais, non, mais c'est sûr, en package d'ailleurs. Le foot féminin a été récupéré par Canal+, chaîne privée. La Coupe de la Ligue et la Coupe de France ont été retirés à la télévision publique. Donc tout le foot se privatise parce qu'il y a un marché, il y a de l'argent à faire dessus. On sait qu'il y a un attrait, c'est-à-dire que même pour le foot qui n'est pas spectacle, donc tu ne peux ne pas avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain ou Messi, que ça va quand même intéresser les gens. Il y a de la demande, c'est sûr, ça je suis d'accord avec toi, mais moi j'aime le football, attention, je me suis pas mis de l'autre côté, je tiens à le dire aussi. Nabil. Ça dépend des pays, je crois qu'en Espagne, est diffusé le petit championnat ou la coupe des pupilles, je crois des U13 ou des U15. Oui, effectivement, il n'y a pas que ça. Alors qu'en France, ce n'est pas le cas, par exemple. On voit très souvent aussi dans les chaînes espagnoles. Là. Donc, encore une fois, il faut montrer le football, il faut amener les gens dans les stades, parce que n'oublions pas, le mec qui est derrière la télé, ou la fille, la femme qui est derrière la télé, s'il n'y a pas de la qualité, il va se fatiguer, il va aller voir ailleurs. Ce qui est important, c'est d'amener les gens dans les stades. Parce que le jour où ils ne peuvent pas aller au stade, ils vont aller voir la télé. Et de toute façon, c'est du business. Les droits de télé, je crois qu'il faut faire très attention à ça, parce que demain, on voit que ça ne paye pas, les gens partent, je veux dire, les annonceurs partent, et les télés vont se défaire des droits. Non, surtout, amener les gens dans les stades. Ça, c'est la base de tout. Si vous les amenez dans les stades, vous aurez du public derrière la télé. De toute façon, il y a l'engouement, on a juste à voir la Copa del Rey en Espagne, la Coupe de France, la Coupe de France qui attire énormément de personnes. On se rappelle de Marseille-Carquefou. On va enchaîner avec Mehdi parce que je vous ai coupé, j'ai relancé tout le monde en disant mais attendez, le football est peut-être pas un peu trop médiatisé. Qu'est-ce que tu penses, Mehdi? Est-ce que trop de football tue le football? Trop de football tue le football? Non, on va dire non. Bien sûr, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Mais maintenant, c'est clair qu'il faut laisser la place à d'autres sports aussi. Voilà, quelqu'un qui est avec moi. Merci Mehdi. Et on peut poser même la question à Nico qui est avec nous.
même Nico qui est là avec nous, la boxe, voilà, ça te connaît. Il faut avoir l'avis un peu d'autres sports. C'est vrai que le foot, tout le temps le foot. On en profite avec Nicolas d'ailleurs. Quel est ton avis, ton regard sur cette question qu'un sport, justement, quand on le médiatise trop, ça peut tuer ce sport? Je suis d'accord et pas d'accord, hein, comme la plupart des gens ici. D'ailleurs, c'est pour moi, il faut que ça soit consommé dans la qualité. Après, il est vrai que le foot, et ça c'est à mon humble avis, hein, parce que je suis boxeur et je suis pas footeux, mais ça fait pas mal d'ombre à pas mal d'autres disciplines. Donc voilà, il y a un peu des oubliés dans le monde du sport français malheureusement, et on en fait partie, nous les boxeurs. Voilà, parce que si on n'est pas des footeux, si on n'est pas des tennisman, on sera toujours relayé au second plan, et ça c'est dommage. Mais bon, après, voilà, le foot c'est le foot, et il y a l'engouement, il y a la demande. C'est ça exactement. C'est sûr. Mehdi, je vais te poser une petite question. Ne suit-on pas finalement le mouvement de la marchandisation qui se prolonge même dans sa médiatisation? Ouais, on va dire ça, mais si le basket, par exemple, comme aux États-Unis, en fait, tout le foot en France, voilà, ça prend une grosse place. En Europe, dans le monde, on le sait. Mais aux États-Unis, on voit très bien que le foot, c'est loin derrière le basket, derrière le football américain, derrière plein d'autres sports. Hein, le soccer, il n'a même pas le football, voilà, c'est le soccer, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout le foot comme nous on le connaît. Hein, voilà. Donc bien sûr que c'est demandé de voir du foot là-bas aussi, mais ils ont, voilà, nous on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Les États-Unis ont 10 ans de retard sur nous par rapport au foot, par exemple. Sur nous, l'Europe, hein, je parle, mais même en France. T'as raison. Ils regardent par exemple, ce qui se passe en Europe d'un œil, et puis des fois ils essayent d'avoir des pépites. Ils en ont eu. Hein, on parle de David Beckham notamment. Ils ont eu Zlatan Ibrahimovic à Los Angeles. Il y a, en fait, disons que c'est la maison de retraite pour les anciennes gloires d'Europe, quoi, si vous voulez. Après, ils regardent le football féminin aussi, hein, qui est bien suivi aux États-Unis. Évidemment, il y a le football féminin, et d'ailleurs, on les suivra. Ils vont affronter le Chili, ils vont affronter de très belles équipes lors de ce mondial à venir en France. Saïd, tu voulais réagir un peu sur ce sujet? Je voulais modifier ta question parce que c'est pas la marchandisation. C'est pas la marchandisation. Moi, je pose la question. On ne modifie pas mes questions, Saïd. Alors là, on va beaucoup trop loin. Alors, je me permets. C'est pas nous qui suivons la marchandisation, c'est la marchandisation qui nous suit. Si aujourd'hui il y a un marché dessus, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y avait une demande, et c'est pas l'inverse. Je trouve qu'on ne devrait pas poser la question comme tu l'as fait, parce que c'est eux qui s'adaptent à nous et pas l'inverse. Je me fais tacler. C'est pas possible, ça y est direct. Mais on regarde pas non, le foot. Directement, on s'adapte à eux. Je suis pas d'accord avec toi. Non, moi je suis pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu regardes juste les chaînes auxquelles on doit s'abonner, par exemple. Oui, mais ils se sont adaptés. C'est parce que maintenant le marché a voulu qu'il y ait plusieurs acteurs. Mais avant, on regardait tous le foot sur la télé publique ou même sur TF1. Tu vois, c'était gratuit. Maintenant, ils ont vu qu'il y avait un large public, il y a les médias qui se battent, et du coup, c'est les médias qui sont adaptés à nous et qui ont créé un nouveau marché, mais pas l'inverse. Oui, mais nous, au final, on sort notre chéquier et on voilà. On n'a pas le choix. On est un petit peu. Donc finalement, est-ce que c'est eux qui nous suivent? On est esclaves de nous-mêmes, oui, entre autres. Bon, on est partagé. En tout cas, il faut de la qualité, il faut des supporters, et évidemment, donner la place à d'autres sports. C'est ce qu'on va retenir. Restez avec nous. On se rejoint dans quelques instants. On est avec Nicolas Bachir, ancien boxeur Muay Thai. On va parler également de Cristiano Ronaldo. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle que vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag TimeSport, sur Facebook et sur Twitter. A tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour, chers auditrices, chers auditeurs, sur Beurre FM, et vous êtes avec Time Sport, avec toute l'équipe de Time Sport. Et pour nous accompagner aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Saïd Hamda, notre coach Claude Tollet, Juan José Dorado, notre invité Nicolas Bachir, avec qui on va passer un long moment dans quelques instants en parlant de boxe, Nabil Zindik et Mehdi Perplex. C'est parti pas pour une heure de sport, mais pour 45 minutes, et surtout une interview avec un boxeur. C'est incroyable mais vrai. Time Sport. Et oui, c'est notre invité du jour, c'est Nicolas Bachir, ancien boxeur de Muay Thai. On en a parlé en début d'émission. Donc vous êtes, on va rappeler le palmarès, vainqueur de la rencontre France-Thaïlande août 96, de la rencontre France-Thaïlande août 97, de la rencontre France-Turquie juin 98, mais surtout vice-champion de France en 99, et vous avez fait de multiples combats de gala en France, à l'étranger, en kickboxing, en Muay Thai. Et là, on va se poser la question de savoir un peu où en est le Muay Thai aujourd'hui avec l'offre et la concurrence pléthorique des autres sports de combat.
Ok, alors le Muay Thai il est en pleine évolution en France. On a pas mal d'organisations, de promoteurs qui justement veulent développer la discipline et ça se passe plutôt bien. Maintenant on a les publics qui suivent, heureusement, et on a surtout la chance d'avoir des visus qui sont internationales maintenant. À l'époque, on était vraiment, il y avait des galas qui se passaient chez nous et ça se passait chez nous et ça sortait pas. Maintenant, il y a des grandes orgas internationales qui viennent justement proposer des événements ici avec des champs de vision qui sont beaucoup plus larges. Là, notamment, je vais faire un petit clin d'œil à l'organisation Muay Thai Grand Prix, pour laquelle je vais boxer d'ailleurs dans pas longtemps, parce que je boxe encore un petit peu. Ah mince, on a dit aussi un boxeur, on n'était pas renseigné. Excusez-nous, chers auditeurs, chers auditrices. Non, il faut le préciser. Bon. Donc voilà, alors pour le Muay Thai Grand Prix, qui est une organisation anglaise, d'accord, qui a signé un partenariat avec la France, fait des gros événements. Et là, quand je disais que justement que le champ de vision était élargi, ils ont signé depuis peu avec l'UFC. Donc l'UFC qui a une chaîne UFC Fight Pass là qui a, je crois, qui totalise quelque chose comme 500 000 spectateurs à chaque événement. Donc voilà, là pour ma promo personnelle, hein, si je peux me permettre. Mais bien sûr. Le 24 février prochain, je boxe au Bataclan et on est diffusé en direct sur UFC Fight Pass et et sur RMC Sport 4. Donc déjà on est beaucoup sur le national et l'international. Pour le dating, c'est quelle date? Le 24 février. Le 24 février à 21h. Oui. Ça va être à partir de 16h, mais comme je suis dans les combats main event, ça va être à partir de 20h30, 21h. 20h30, 21h, donc en février, voilà, c'est au Bataclan. On se pose aussi la question de savoir, parce que le Muay Thai, j'en ai parlé à l'instant, il y a de la concurrence, mais comment vous percevez aussi l'avènement de la MMA, par exemple, qui a une grosse cote auprès du public? Parce que évidemment, on a toujours l'impression aussi, quand on suit, par exemple, que ce soit le karaté, un sport de combat, de se dire c'est une compétition entre les sports. Est-ce que quel regard vous portez sur ça? Alors sur ce point de vue-là, je suis un peu, alors je parle en mon nom, hein, bien évidemment, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont verrouillées parce que la nouveauté fait peur. La nouveauté fait peur. Et donc des disciplines comme le MMA, qui est une discipline que j'ai pratiquée aussi, hein, j'ai fait quelques combats aussi en MMA, et pour l'expérience, hein, pas pour en faire mon métier ou pour faire carrière dedans. C'est des disciplines qui sont super complètes et qui sont très réglementées. Maintenant, on trouve des prétextes pour dire oui, non, c'est dangereux, il y a ci, il y a ça. C'est pas vrai. C'est comme dans tous les sports. Chaque sport a son danger. Maintenant, quand il est pratiqué avec des règles, avec un encadrement qui est juste bien géré, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas plus dangereux qu'un autre. Donc le MMA a sa place ici en France, et c'est encore le débat, l'éternel débat, hein, jusqu'à que finalement ça se démocratise et que ça se libéralise. Ouais. Il y a pas de concurrence, c'est une diversité. C'est une diversité, mais il y a pas de réelle concurrence. Maintenant, non, même dans la boxe, hein, que ce soit le kickboxing, le full contact, la boxe anglaise, la boxe thaï, on a tous nos publics. Maintenant, il est pas rare de voir des mecs de la boxe anglaise venir sur les galas de boxe thaï, ou des mecs de la boxe thaï aller sur les galas de la boxe anglaise. On est bon public, on est sportif dans l'âme, donc on partage, on connaît, on sait ce que c'est que la sueur à l'entraînement, les bobos, tout ce que ça implique. Donc forcément, les mecs sont tous solidaires les uns des autres. On est des sportifs avant tout. On n'est pas là pour la concurrence. Maintenant, voilà, il faudrait qu'il y ait justement un peu plus de place pour pas mal de petites disciplines qui sont orphelines, pour qu'on puisse avoir une visu beaucoup plus grande et partagée. Ce que vous partagez, c'est votre amour du combat. D'ailleurs, on va en parler un peu plus en détail du combat, puisque vous en avez fait énormément des matchs en MMA, en kickboxing, mais surtout en Muay Thai. Tout à fait. Quels sont vos souvenirs les plus beaux en tant que combattant, et dans quelle discipline de combat? Bon, je vais rester un puriste dans ma discipline de base, qui est la boxe thaï. Ouais, tout à fait, le Muay Thai. J'ai eu la chance de commencer la boxe thaï, mais avec les pionniers, hein, la première vague de boxeurs thaï en France, hein, dans les années fin des années 80. Parce que je suis pas tout jeune et ça me met une baffe dans la tête quand je le dis. Et en fait, tout de suite après les débuts de ma pratique, je me suis retrouvé en Thaïlande. Je me suis retrouvé en Thaïlande dans les camps d'entraînement.
et à faire des combats. J'ai fait partie, pareil, des premiers Européens à boxer en Thaïlande. Et c'est juste exceptionnel. Être un des, enfin, pas le premier, mais parmi les premiers, c'est juste. Et ça, c'était l'un des souvenirs. Mais s'il y en avait un à choisir, surtout parmi les matchs, le plus beau souvenir, c'est peut-être celui où vous avez été vice-champion de France. C'est peut-être celui-là, non? Alors pour moi, j'ai été champion de France. Hein. J'ai pas été champion de France. Ouais. Voilà, champion de France. J'ai été champion de France en 93. Ça, c'est mon premier titre national. Et ensuite, j'ai été champion d'Europe en 98 à Istanbul, en Turquie. Donc, je dirais que mon meilleur souvenir, c'est même pas les titres que j'ai acquis au fur et à mesure des années. Hein. C'est vraiment, encore une fois, mon premier voyage en Thaïlande, mon premier combat en Thaïlande où il y avait aucun titre, rien à la clé. Hein. Mais c'était juste le fait d'avoir été dans un camp d'entraînement, m'entraîner avec les locaux. Ils parlaient pas anglais, ils parlaient pas français, je parlais pas anglais, je parlais pas thaïlandais. On suait ensemble, on s'entraînait ensemble, on bouffait ensemble au coin du ring, et puis je partais en guerre avec eux en représentant un camp alors que personne ne me comprenait. Et voilà, c'est juste un moment, j'avais 17 ans et demi à l'époque, juste exceptionnel. Et comment tu vois l'évolution de ta pratique? Comment ça je fait vois des années, donc l'évolution, j'ai envie de te dire, il y a du bon et du mauvais. On évolue sur les méthodologies d'entraînement, on évolue sur la pratique en elle-même. Maintenant, et là je vais pas me faire que des copains, les réseaux sociaux. Ça nous tue, mais à petit feu, c'est un truc de fou. On peut être champion du monde des réseaux sociaux. Et les mecs, ils ont rien fait, ils ont pas eu de vécu sportif, mais c'est des champions. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus sur Facebook ou Instagram. Marketing. Et ça, voilà, on en a pas parlé de ça juste avant pour le football, mais pour la boxe, en tout cas, c'est un problème, les réseaux sociaux. Franchement, et comme je te le disais juste avant, je vais pas me faire que des copains, mais ça, c'est un truc, moi, pour un vieux de la vieille, hein, j'ai 42 balais maintenant, ça fait quand même, je suis dedans depuis, 1988, 1989. Il n'y avait pas tout ça. Hein. Il y avait pas tout ça. Tu voulais te faire un nom, il fallait que tu fasses du combat, il fallait que tu sois là, que tu vois, qu'on te voit tous les événements, que tu montes les échelons petit à petit, et que tu tapes les plus durs de la catégorie à chaque fois pour pouvoir dire ouais voilà, Nicolas Bachir, ok. Et c'est un mec, on le connaît, il a fait un bout de chemin, on le voit sur les galas, on le voit sur les rings, pas de problème. Maintenant, les mecs, tu les as jamais vus. Ouais, ces trucs de Facebook, ah ok, super, c'est un champion, il est mondialement connu. Il est champion de Facebook. Champion de Facebook. Tu parlais de la Thaïlande à l'instant. Ouais. Ce qui intéresse également nos auditeurs, c'est de savoir, est-ce que tu te rends toujours en Thaïlande aussi Régulièrement. Moins qu'avant parce que je suis papa de 2 enfants maintenant. J'ai la chance d'avoir un petit bonhomme et une petite fille, donc c'est beaucoup plus de travail et de devoirs de papa. Mais j'y vais au moins une fois par an, ouais. Et je vais régulièrement parce que je suis quelqu'un de très fidèle dans le camp qui m'a vu naître dans ma discipline. Donc ouais, j'y vais régulièrement. Je vais dire bonjour à tous mes anciens partenaires d'entraînement qui sont aussi retraités maintenant. Et puis je vais voir ce qui se fait de nouveau en termes de combattants et d'événements sportifs. Ouais. Dans une carrière, on a des bons moments, mais on a aussi des moments assez compliqués. S'il y a un moment dans ta carrière qui était assez compliqué, où tu as dû, on va dire, relever la tête, où tu as dû te dire, bon bah là, faut que je fasse quelque chose, c'est lequel? Je pense que il y a après, bon, le mec, hein, le boxeur qui te dira c'est pas vrai, c'est un menteur. Mais je pense qu'il y a un moment où on chope tous un peu le melon. Voilà. Et ça, en fait, si tu veux, quand tu arrives pas à faire une introspection et puis te remettre à ton juste niveau, tu prends une sacrée baffe. Et moi, alors pour la petite histoire, ça m'est arrivé, hein, mais c'était voilà, dans les années 90, j'avais été champion de France justement en 93, 94, je me voyais déjà champion de France. Je suis tombé contre un mec qui avait son niveau, mais qui n'était pas exceptionnel. Je suis parti avec la prétention de croire que le titre était encore dans la poche. Et ben il m'a battu. Voilà. Alors je peux te garantir que quand tu rentres chez toi et puis tu dis mince, je me suis fait sortir mais comme un malpropre. Ça amène à la réflexion et après tu repars avec un peu plus la tête sur les épaules et beaucoup plus humble. Donc c'est éviter d'avoir la grosse tête. Dernière question. Actuellement, il y a sûrement des jeunes auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Tu
leur dirais quoi s'ils ont envie de faire de la boxe? Quel est le message que tu auras envie de faire passer à des jeunes qui voient la boxe comme un rêve et qui ont envie de faire de la boxe? Voilà, leur métier, être professionnel. Et on sait, et via ton parcours, voilà, ils peuvent justement en apprendre, mais on sait que c'est difficile d'être professionnel, que ce soit au football, que ce soit dans la boxe. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais leur dire à tous ces jeunes? D'une, si c'est des passionnés, de pas lâcher. D'accord, parce que on a tous à un moment donné le droit de briller, et je pense que dans la boxe, notamment dans la boxe taille, tout est encore faisable. D'accord, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport qui est en pleine expansion. On est devenu discipline olympique, donc il y a plein de portes qui s'ouvrent. D'accord, et ça c'est pas négligeable. On a des super organisations ici en France, hein, comme je le disais tout à l'heure, le Muay Thai Grand Prix qui est une organisation anglaise à la base. On a le Prestige Fight, de l'organisateur et ancien boxeur Jamel Yacouben. On a le Golden Fight, pareil, qui est organisé par des anciens boxeurs de ma génération. Je pense qu'il y a plein de choses, tout est mis en œuvre justement pour sortir les nouveaux talents de la boxe français. Maintenant, pour tous les petits jeunes qui sont dedans et qui ont des rêves de carrière, allez-y les mecs, lâchez pas, hein. Si vous faites ça avec le cœur, lâchez pas. Maintenant, il y a un truc qui est non négligeable et je remercierai jamais assez la boxe pour ça. C'est quand j'étais plus jeune, il y avait deux options. Soit j'allais traîner avec mes potes et puis inévitablement on est amené à faire certaines conneries. Ou soit, voilà, moi mon gros kiff, hein, si je puis dire, c'était aller à la salle de boxe tout de suite après ma journée école ou collège. Je me retrouvais à la salle de boxe et je m'entraînais, j'entrais à la maison. C'est de la persévérance qu'il faut. Ouais, voilà, c'est ça le message. C'est ça, persévérance, et puis surtout, ça nous apporte plein de valeurs qui sont super importantes. Hein. Le respect de l'autre, écouter et respecter son ancien, parce que on a toujours voilà des grands au-dessus de nous qui, à l'époque, hein, parce que maintenant je fais partie des grands, mais qui nous drive et qui nous donnent des bons conseils. Et il y a plein de valeurs. La boxe donne plein de valeurs. Donc voilà, allez-y les gars et lâchez pas surtout. Et merci Nicolas pour cette interview. Je rappelle qu'on pourra la retrouver sur le site, sur le replay, hein, sur le site beurrefm.net. On va enchaîner en parlant cette fois-ci du calcio. On va revenir au football et c'est l'heure de la victoire. Time Sport, la victoire. La victoire, c'est pas celle de la Juventus aujourd'hui, puisque c'est un match nul de partout face à Atlanta. Mais en tout cas, c'est un but de Cristiano Ronaldo. Et on va revenir un peu sur ce passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid à la Juventus de Turin. Est-ce que le pari est réussi, Juan José, pour Cristiano Ronaldo à la Juventus pour le moment? Pour l'instant, il est réussi déjà parce qu'il a été reçu les bras ouverts, parce que ses performances font de lui l'un des meilleurs buteurs de la Serie A encore aujourd'hui, parce qu'il a le public et le staff derrière lui. Oui, il ne faut jamais oublier non plus qu'il a quand même 33 ans pratiquement, donc c'est un grand joueur, parmi les meilleurs ou le meilleur pour certains. Paris réussi pour l'instant, il y a encore la deuxième moitié de la saison qu'il va falloir jouer, et n'oublions pas non plus que la Juventus est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Champions League, et on sait ce qui est capable d'être fait par Cristiano Ronaldo dans cette compétition, dont il est le meilleur buteur historiquement. Saïd, on va te poser la question également, est-ce que Paris, Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, il est bon? Bien sûr, je pense que c'est une évidence. Au début il a eu un petit peu de mal, mais après on a vu qu'il s'est vite acclimaté, les meilleurs buteurs de son championnat. Encore aujourd'hui il sauve son équipe. 100 millions pour un joueur de 33 ans, ça semblait complètement fou, mais au final quand on regarde les retombées médiatiques ou même les retombées financières qu'il y a derrière, il rentabilise largement l'investissement qui est sur lui. On s'en rend pas compte, mais voilà, en février il va avoir 34 ans, et avoir mis un aussi grand paquet d'argent sur ce joueur, c'est vraiment incroyable. On a vu que là Adidas a renouvelé son contrat avec la Juventus de Turin. Adidas a été convaincu parce que Cristiano Ronaldo était présent. Donc si tu veux, c'est une dépendance pour toi. C'est pas une dépendance, mais en tout cas c'est quand même un élément clé. Si tu veux, si tu as une balance, il représente 70% du poids. Tu vois, c'est pas une dépendance, mais s'il n'est pas là, c'est pas la même chose. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, c'est un pari évidemment réussi, même si l'année prochaine ou dans 2 ans il va au Paris Saint-Germain, ça sera un pari réussi sur le long terme, parce qu'il a vraiment un corps d'athlète qui fait qu'il peut perdurer longtemps. Quand il a fait les tests à la Juventus de Turin, on lui a dit qu'il avait des performances dignes d'un joueur de 21 ans.
Voilà, aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'il peut aller. D'habitude, au bout de 33 ans, 34, 35 ans, les joueurs sont complètement séchés. C'est pas du tout son cas. Donc, attendons de voir jusqu'où il pourra repousser la limite. Et puis en plus de ça, c'est vrai qu'il était remplaçant pour la première fois de la saison et il a égalisé de la tête 10 minutes après être entré en jeu et offert un point à son équipe contre l'Atlanta Bergame de partout. Restez avec nous sur Beurre FM, on va reparler de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin avec nos autres consultants. Merci à vous et à tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour, chers auditeurs, chères auditrices, sur Time Sport et sur Beurre FM avec vos consultants, Juan José Dorado, Saïd Hamda, notre invité du jour, Nicolas Bachir, et nos autres consultants, le coach Tolé, Nabil Zindik, Mehdi Perplex. On a parlé de boxe, on a parlé également du football. Est-ce qu'on en consomme trop? On a essayé de vous apporter des éléments de réponse. On a essayé de parler un peu de Cristiano Ronaldo. On continue, c'est l'heure de la victoire. Time Sport. Le duel. L'heure du duel, exactement. Non mais la victoire peut-être aussi parce que bon, bref. En tout cas, c'est un duel. Elle n'était pas prête. Bon, en tout cas, Cristiano Ronaldo, pari réussi ou non, Mehdi? Bien sûr. On le voit encore. Il rentre à la 65e, il claque un but 10 minutes après, 78e. Il sauve son équipe. C'est merveilleux. Et Cristiano, on peut le voir comme le disait Saïd, c'est un mec qui est dans un rapport sportif où il s'entraîne beaucoup. Il a un cadre familial très très propre. Enfin, on va dire qu'il a un sein de vie, un hygiène de vie très sain. Est-ce que tu fais partie des gens qui pensent que la Juventus va avoir une Cristiano dépendance comme le Real en a connu? Je ne pense pas. La Juve, c'est une institution. Après, au Real, ça s'est passé. On l'a pu le voir, mais ils sont en train de relever la tête. Ça joue sur une saison. Et puis encore, ils sont encore très bons. Le Real, c'est plus le Real d'avant. Maintenant, il y aura un après peut-être Cristiano. On va voir combien de temps il reste. S'il reste 2 saisons, je pense pas. S'il reste plusieurs saisons, il peut avoir une Cristiano dépendance. En tout cas, c'est un bon pari pour toi à la Juventus, Cristiano Ronaldo. Nabil, qu'est-ce que tu penses de Cristiano à la Juventus? Tu vas pas me dire que c'est pas bon, évidemment, il vient de marquer. Il est juste magnifique. Attends, 5 ballons d'or quand même, faut le respecter. 33 ans, Ronaldo, 12 buts en 18 matchs. Faut arrêter les garçons, sérieusement. Ronaldo, il a apporté un plus au Calcio. Le championnat italien, qui regardait le championnat italien? Personne. C'était pauvre. Franchement, le Milan AC, ça n'existe plus. L'Inter essaie de revenir. Ils n'arrivent pas. D'ailleurs, il y a l'Inter ce soir. C'est dommage ce soir, effectivement. Tu as bien fait de le souligner. Une petite dédicace à Fawzi Goulam. J'espère qu'il sera titulaire ce soir avec le Napoli. Mais pour te dire, voilà, le championnat italien a perdu de sa ferveur. Oui. Voilà, donc personne ne le suivait. Et puis là, Ronaldo arrive comme Neymar arrive dans le championnat français. Ça attire les médias, ça attire les sponsors. Aujourd'hui, au niveau merchandising, je pense qu'il a vendu je sais pas combien de maillots, mais je pense qu'ils vont exploser. Je pense. Je pense qu'ils vont exploser les chiffres avec Ronaldo. Ça va attirer d'autres joueurs, peut-être de grands noms à la Juventus. On parle déjà d'un futur peut-être coach qui est Zinedine Zidane. Pourquoi pas aussi. On parle de Isco aussi, de Marcelo. Donc tu vois, ça puise aussi du côté de Madrid le fait que Ronaldo soit parti. Voilà, le fait que Ronaldo soit arrivé à la Juventus, effectivement, il y a d'autres joueurs qui vont arriver. On a pu le voir avec le Paris Saint-Germain lorsqu'ils ont recruté Zlatan Ibrahimovic. Donc c'était une des raisons. Donc aujourd'hui, on parlait aussi du Brésilien qui jouait avec lui au Real, Marcelo. Pourquoi pas? Donc tu vois, c'est voilà. Et je pense que justement que oui, effectivement, pour répondre à ta question, Ronaldo, c'est un bon pari et réussi pour la Juventus. Notre coach Claude Tollet qui va nous apporter des éléments de réponse pour savoir si évidemment Cristiano Ronaldo c'est un pari réussi ou pas. Est-ce que tu le trouves pas plus effacé, moins starisé à la Juventus de Turin? Tu dire Cristiano Ronaldo. Non, j'étais pas loin, mais j'ai dit Cristiano Ronaldo. Il était pas mal, Ronaldinho aussi, moi j'aime bien. Est-ce qu'il n'est pas plus effacé aussi à la Juventus qu'au Real Madrid? Avant, il était starisé un peu au Real Madrid. En tout cas, est-ce que tu rejoins l'analyse de Nabil? Est-ce que c'est un pari réussi pour la Juventus? Bien sûr, 12 buts en 18 matchs, 5 passes D, et puis il a cette aura, il a cette influence, tu vois, même si il y a plus les courses que l'on voyait de Ronaldo il y a encore quelques années. Tu l'as vu encore cet après-midi, il rentre sur le terrain tout de suite, donc
tu fais attention à sa présence. Malheureusement, ils n'ont pas assez fait attention parce que la défense de Bergame a été attentiste et lui, là, il a jailli tel un renard des surfaces. Réduit à 10 en plus. Réduit à 10 et ils sont encore à 2 doigts de gagner encore en étant plutôt moyens. Mais non, bien sûr qu'il apporte un nouveau souffle, même s'il est en fin de carrière. Mais la présence de Ronaldo à la Juve, c'est aussi le retour au premier plan de la Serie A, certes qu'on ne regardait plus, notamment à cause des soucis qu'ils ont connus en 2006, etc., avec les matchs truqués et tout, mais la Serie A, justement, revient de nouveau intéressante à suivre depuis quand même 2-3 saisons, et Ronaldo en est clairement le symbole. On peut poser la question à Juan José Dorado, d'ailleurs, d'après toi, José, est-ce que qui des Italiens ou des Espagnols apprécie plus sa juste valeur un champion de cette trempe? Les Espagnols, c'est sûr, puisqu'il a passé quand même pas mal des saisons avec le Real. Il est arrivé quand même assez jeune. Oui, 9 ans, mais bon, il est allé en Angleterre quand il est arrivé 14-15 ans. Mais comme joueur, il s'est fait vraiment du côté du Real. Mais en parlant de la Serie A, il ne faut pas non plus oublier, on ne va pas se leurrer, on ne s'intéresse pas à elle parce que depuis 6 ans, 7 ans, la Juve écrase tout. C'est un peu la question qu'on se posait par rapport au championnat français avec le PSG. Là-bas, c'est vrai que le Milan AC, l'Inter de Milan, etc., ne sont pas maintenant des grosses équipes qui font peur. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a que la Juve qui fait peur. C'est bien qu'il soit là-bas. Oui. Mais la Serie A, il y a encore du chemin à faire pour qu'elle revienne vraiment à un niveau, que ce soit le niveau des équipes anglaises ou des équipes espagnoles. Elle est encore loin. Pour toi, c'est un plus quand même. Largement. Le fait qu'il soit là, c'est très important. Vous avez nommé un certain nombre de joueurs et d'entraîneurs qui pourraient venir entraîner en Italie. Ça va tirer vers le haut toute la Serie A. Et ça va aider. Mais pour l'instant, aujourd'hui, la Serie A, c'est la Juventus, ça s'arrête là. Et on peut enchaîner aussi en parlant du fait que s'il a un rôle qui a joué dans le football à l'issue de sa carrière, restera-t-il à la Juve compte tenu de l'accueil qui lui a été fait à Manchester United pour l'affectif, au Real Madrid, vu l'immense trace qu'il a laissé Juan José? Est-ce qu'il restera finalement parce qu'il est toujours attaché peut-être à l'Espagne, pourquoi pas, à Manchester United? Oui, non, mais il ne reviendra pas en Espagne parce que non, il a tout fait déjà en Espagne. C'est ça, il a tout gagné. Donc, il est passé pour les 3 grands championnats avec l'Italie, la Serie A. Peut-être pas pour jouer le rôle qui a été joué par Ibra à un moment donné, mais en France. Mais pour l'instant, je le vois bien en train d'arrêter sa vie de professionnel du côté de l'Italie. Encore 2 saisons, pourquoi pas. Je crois que physiquement, il est prêt. Mais on sait bien qu'à cet âge-là, tu peux avoir un pépin et ça peut être un pépin grave et définitif. Donc, il est aussi très intelligent. Il a des affaires en dehors du football. C'est un homme d'affaires. Et s'il voit que physiquement, il n'est pas capable d'aller au-delà des 2 ou 3 saisons, il va s'arrêter tout simplement parce qu'il veut qu'on garde de lui l'image de la grande star qu'il a toujours été. Il ne veut pas non plus. Je ne pense pas qu'il ait envie d'aller terminer sa carrière aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Claude. C'est pour cela qu'il est préservé depuis 2 ans. C'est Zidane qui a eu l'intelligence de faire passer le message en lui faisant comprendre qu'il fallait qu'à un moment il choisisse aussi ses rencontres, ce qu'il a maintenu au très haut niveau, ce qui lui a permis de gagner les derniers ballons d'or. Mais je suis tout à fait d'accord. En tout cas, quel joueur, quelle carrière, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, Saïd, après 18 matchs? Après 18 journées de championnat en Serie A de Cristiano Ronaldo. Juste avant, je voulais rebondir sur ce que disait Juan. Eh ben vas-y, rebondis, puis après tu me dis ce qu'on pourra retenir. Non mais c'est vrai que c'est intéressant sur Cristiano Ronaldo. S'il est parti de Madrid, c'est parce que son talent était moins reconnu. On était rentré dans une forme de banalisation. Et même lui se sentait mal à l'aise en disant j'ai été incroyable pendant 9 ans, mais c'est devenu presque normal. Du coup, il a voulu partir. Il a tout gagné. Il a tout gagné, mais les supporters du Bernabéu sont très exigeants, voire trop exigeants. Donc quand ça allait un peu moins, Ronaldo était régulièrement sifflé. Il comprenait pas pourquoi, alors qu'il a tant gagné avec le Real Madrid. Donc quand il est parti de Madrid, c'était un petit peu pour dire ici, ils me reconnaissent pas ma juste valeur, c'est devenu banal d'être le plus fort, donc je vais aller ailleurs. Et il allait à la Juve. Après, à la Juve, comme l'a dit Juan, il va peut-être se dire c'est le moment d'arrêter. Moi, je pense qu'il fera encore une pige en France, qu'il viendra au Paris Saint-Germain, parce que pour le Paris Saint-Germain,
avoir l'image de Cristiano Ronaldo qui est passé par le club comme un peu Beckham, c'est très important. Et même lui, rajouter à son palmarès, champion de France, parce qu'on va pas se leurrer, Paris il est pas a gagné. Il est pas prêt. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Sauf que Cristiano Ronaldo, Beckham était tout seul, Ibra était tout seul, et là tu as Neymar et Mbappé. Ou bien toutes les deux partent. Et tu récupères un Ronaldo pour être les stars du club. Non, Ronaldo, moi, je suis pas d'accord avec Saïd sur le fait que Cristiano Ronaldo, il attend pas le championnat de France. À mon avis, c'est pas ce qu'il attend dans sa il aime bien quand même la France. Oui, mais on a tendance à se négliger quand même. Non, mais il y a beaucoup quand on retient, il y a des contacts entre Ronaldo et le PSG. C'est pas saugrenu de savoir qu'ils viennent. Et on n'est pas obligé de virer Mbappé ou Neymar. Ça se trouve qu'il peut prendre une place de neuf. Et je pense qu'il a aussi l'intelligence à cet âge-là de savoir qu'il ne sera pas un titulaire indiscutable. C'est ce que Zidane lui a fait entrer dans sa tête. C'est qu'à partir d'un certain âge, on le ménage. À la Juve, là, il a été remplaçant aujourd'hui. Mais il y a quelques années, c'était inconcevable pour lui dire tu joues pas ou même tu sors. Des fois, il jette un regard à l'entraîneur, genre moi frère, je sors pas, tu vois. Là, non, il a compris qu'il est dans une sorte de gestion. Donc, faire un an au Paris Saint-Germain et après, comme Buffon en fait, par exemple, ce serait pas saugrenu comme idée. Donc pour toi, tu le vois déjà au Paris Saint-Germain. Déjà au Paris Saint-Germain, mais c'est une éventualité. Presque. En tout cas, c'est une éventualité. On reviendra sur sa Serie A du coup sur les 18 journées. On aura le temps d'en reparler, Saïd. Et on va enchaîner avec le mode pressing et la première ligue. Time Sport, le mode pressing. La première ligue, le titre se perd-il ou se joue-t-il vraiment durant ou pendant le Boxing Day? Ce Boxing Day, cette particularité anglaise doit-elle être maintenue, Nabil? Manchester City perd beaucoup de points là. Actuellement, ça fait 2 matchs de défaite. Attention. Ça va peut-être coûter cher. Victoire pour Liverpool. Voilà. Tout est dit. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est maintenue et le leader City se déplace à Leicester. Va-t-il laisser des plumes qui lui restent sur une défaite à domicile contre le modeste 15e Crystal Palace? Saïd? C'est Liverpool qui est leader. Pas Manchester City. City a perdu aujourd'hui contre Leicester. Manchester City a perdu aujourd'hui contre Leicester. Exact. Donc Liverpool. Voilà, donc c'est Liverpool qui est leader et qui a distancé très légèrement Manchester City. Donc Manchester City avait l'occasion de ne pas se faire distancer. Malheureusement, ils se font distancer puisque Liverpool dans le même temps gagne 4-0. Donc là, oui, on va dire que le Boxing Day, clairement, ne va peut-être pas jouer la saison, mais a créé quand même un certain écart. Parce que jusqu'à présent, City était en tête tout le long du championnat et tu avais Liverpool qui ne lâchait pas, qui avait 1 point de retard et qui revenait à égalité, etc. Et dans les rouages, tu avais Chelsea derrière et Tottenham qui n'était pas très loin. Maintenant qu'on a le Boxing Day où c'est un match à très haute intensité dans un froid assez conséquent, c'est des conditions difficiles pour les joueurs. Et c'est là où souvent l'écart se creuse. Et cette année, on le voit très bien. Liverpool prend 6 points sur Manchester City en l'espace de 2 matchs. Ce qui va être très compliqué pour Manchester City à rattraper à l'avenir. À eux de les battre le 3 janvier. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut penser du Boxing Day? Alors, c'est compliqué pour Manchester, notamment. C'est compliqué, effectivement, en la première ligue pour être premier. Mais n'oublions pas que toutes ces équipes, Liverpool, Manchester, Chelsea, etc., c'est des équipes qui sont aussi préparées pour le mois de février et pour le mois de mars, pour les 8e des Champions League. Donc, ici, on peut se compliquer la vie, c'est certain. Mais on peut réussir au mois de février et au mois de mars ce qu'on n'a pas réussi au mois de décembre. Je crois aujourd'hui que Manchester effectivement se complique la vie, mais qu'il a une vraie possibilité au mois de février en 8e de finale de récupérer la forme qu'ils n'ont pas aujourd'hui et de recoller à la tête du championnat. On a vu Liverpool qui était capable d'aller perdre face à l'Étoile Rouge. Et puis, vous le retrouvez 15 jours après, 3 semaines après, premier de la Première Ligue. Donc, vous voyez, ayons quand même l'esprit clair et pensons que jusqu'au mois de mars, rien n'est joué en Première Ligue, comme rien n'est joué dans un championnat comme l'Espagnol, peut-être plus clairement du côté de l'Italie, parce qu'on voit que la Juventus a vraiment de la marche par rapport aux autres. Même si on sait que c'est surtout en Première Ligue ou en Serie A, est-ce qu'on pourrait penser un jour qu'un Boxing Day à la française, ça peut exister, François? Écoutez, j'aimerais vous dire oui, mais nous avons des syndicats. On a des syndicats. Qu'on ne travaille pas le week-end. Vous savez, il y a quelques années, en Espagne, on jouait tous les dimanches, même si ça tombait un 31 décembre. Depuis quelques années, on ne joue plus, parce que les joueurs aussi ont besoin, à travers leurs syndicats, ils ont dit on ne joue plus en fin d'année. Donc, et en France, c'est pratiquement pareil. Donc non, je ne pense pas qu'on voit ça ici. C'est pas du tout dans la culture. Je fais juste à dire que l'idée elle est venue de Picardie, plus précisément Damien et de son président Bernard Joanine qui au lendemain des reports des matchs de Ligue 1
demander un Boxing Day à la française. Non, donc Amiens, ils sont pas honnêtes, ils veulent Après, profiter c'est de la faiblesse des autres. Tu vas faire revenir Neymar, Ah oui. Dieu de Au soleil. Brésil d'ailleurs. Claude, tu voulais dire quelque chose? Après, c'est culturel. C'est culturel là-bas. Enfin, ce Boxing Day, faut pas commencer nous à chercher ou à inventer des. Bon, nous on a bien le Black Friday. Attends, tu vas pas me dire culturel. Ouais, mais on va rester comme ça. On est bien comme ça. Bon. Après, pour en revenir quand même. Après, les médias peuvent l'imposer. Par exemple, Media Pro peut dire ouais, pour le business, on a mis tellement d'argent qu'on veut que ça se joue maintenant. Ça fait partie de la négociation. C'est pas dans notre culture, mais je pense qu'on n'est pas fermé à cette idée-là. Aujourd'hui, des dates. Hein. De toute façon, oui. le gros problème, c'est toujours les dates pour faire jouer les clubs. C'est un problème des dates. Claude, tu veux ajouter quelque chose sur le Boxing Day? Ouais, pour en revenir, après, le championnat clairement ne se joue pas là. Après, oui, t'arrives quand même à un tournant parce que t'as pas mal de points à prendre à ce moment-là, mais il reste encore tellement de journées, et puis c'est tellement indécis, c'est tellement ouvert aussi, même si c'est vrai que Liverpool a 6 points, c'est ça l'avance, 6 points, c'est 2 matchs aussi, ça va très vite, il suffit d'un regain de forme ou d'un méforme. Il faut savoir que ça fait longtemps aussi que Liverpool n'a plus été champion. Donc, est-ce qu'ils sont capables de gérer cela jusqu'au bout? Ouais, en 2014, ils ont perdu lors de la dernière journée. Donc, voilà. C'est compliqué pour Liverpool. C'est compliqué, ouais. Après le Boxing Day, on va revenir sur Nicolas Bachir qui avait quelque chose sur la boxe, qui avait quelque chose à nous dire, notre invité du jour. Une petite anecdote et surtout un rendez-vous, un dating. D'abord l'anecdote, on veut l'anecdote. C'est une petite guerre. Le mot c'est guerre médiatique. Ouais, bon, vu que tu me lances sur le sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2014, je devais boxer à un événement qui s'appelait le Wicked One. La loi fédérale avait mis un âge maximum pour boxer qui était de 34 ans. D'accord. À l'époque, j'en avais 38, donc j'étais déjà considéré comme un vieux. Alors, papy fait de la résistance, hein, parce qu'aujourd'hui j'en ai 42. J'en ai 42. J'étais parti un petit peu en guerre médiatique avec la fédération de l'époque, et il y a eu un changement justement avec des nouvelles fédés qui ont émergé, et puis surtout des décisions du ministère de la Jeunesse et des Sports. On va devoir enchaîner. Le dating, c'est quand? Parce qu'on va devoir. Ouais, le 24 février au Bataclan Muay Thai Grand Prix. Et ça sera contre qui? Contre Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara, merci Nicolas Bachir d'avoir été sur notre antenne. Merci. Merci à Claude Tollet, merci à Juan José Dorado, merci à Saïd Anda, merci à Nabil Zadik, merci à Mehdi Perfex pour 7 heures de fou, 7 heures de sport. On se retrouve demain 18h, 19h sur Beurre FM. À tout de suite et bonne soirée. Tout de suite, c'est le Café des Artistes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.